Donc, on passe à la présentation suivante. J'ai l'honneur et le plaisir d'inviter ma sœur, Dr. Ma sœur voilà, oui. Dr. Youssef Abdelazek, qui est professeur agrégé avec nous dans le service, qui va nous présenter le post-ESMO. Alors, bonjour tout le monde. Je remercie le comité d'organisation de m'avoir associé à cette journée. Donc, post-ESMO, cancer pulmonaire. À vrai dire, alors cette année 2024, la star était l'ASCO 2024, pas l'ESMO, parce qu'on a donc vu à l'ASCO des études qui ont changé les pratiques ou qui vont changer les pratiques, à l'instar de l'essai adriatique, l'essai LAURA. Pour l'ESMO, donc c'est beaucoup plus modeste, mais quand même il y a de la matière. Alors je vais commencer par les CNPC la place de l'immunothérapie anti-checkpoint en situation adjuvante. On sait déjà tous qu'il y a une place à l'immunothérapie en situation adjuvante. L'atezolizumab, il améliore la survie sans événement et surtout pour les PD-L1 supérieurs à 50%, pour des tumeurs classées T2 jusqu'à 3A. Le pembrolizumab également a montré son bénéfice donc, en termes de FS, mais le bénéfice n'a pas été démontré pour la catégorie PD-L1 supérieure à 50%, qui est un peu bizarre. Cette année, à l'ESMO, il y avait une troisième molécule, qui est l'anti-PD-L1, le durvalumab, qui a été testé en situation adjuvante dans l'essai BR31, après 4 cycles de chimiothérapie adjuvante, pour des stades 2 à stade 3A. Là, c'est une étude qui est négative. L'objectif primaire était la survie sans maladie pour les PD-L1 supérieurs à 25%. Et même pour les PD-L1 supérieurs à 50%, également l'étude était négative. Et les investigateurs donc, disent et concluent que pour que le durvalumab marche, il faut des antigènes tumoraux. Il faut qu'il y ait de la tumeur. Parce qu'on sait que le durvalumab marche en situation adjuvante, en situation métastatique, en situation périopératoire, dans les tumeurs résécables, et en situation de consolidation après la radiochimiothérapie pour les stades localement avancés. On passe maintenant à la place de l'immunothérapie, maintenant en situation soit néoadjuvante ou en situation périopératoire dans les cancers pulmonaires non à petites cellules résécables. Là, c'est plus évident que cette indication prend de plus en plus de l'avance par rapport à l'adjuvant. Ceci est dû à plusieurs études, plusieurs résultats qui ont montré que l'immunothérapie anti-checkpoint en association avec la chimiothérapie, améliore la PCR et améliore la survie sans événement dans plusieurs études. Les molécules donc, testées étaient le nivolumab, le durvalumab et le pembrolizumab. Les taux de PCR avec chimio et immuno étaient de l'ordre de 20 à 30%, alors qu'avec la chimio seule, uniquement de 4%. Donc, au cours de l'ESMO de cette année, il y a eu une actualisation des données de l'essai Checkmate 77T qui a évalué le nivolumab en situation périopératoire, 4 cycles de nivolumab en néoadjuvant avec la chimio, suivi d'une année de nivolumab en adjuvant. Là, l'étude, elle est c'est une confirmation de la positivité de la supériorité de nivolumab avec la chimio par rapport à la chimio seule en termes de FS, et il y a un bénéfice pratiquement de 2 ans. Donc là, le FS, elle est doublée. Alors ce résultat donc, varie en fonction de PCR ou non. Les patients avec une PCR ont une meilleure survie sans événement. Et là, nous laisse donc penser que le PCR peut être un facteur prédictif de survie, de survie sans événement et peut-être de survie globale. Alors, les stratégies pour les tumeurs résécables 2 à 3A, et à vrai dire, on peut ajouter les stades 1B supérieur à 4 cm, les 3B, mais avec un 2. Il y a quelques études qui ont inclus ces patients-là. Donc, on a 3 stratégies actuellement. Le néoadjuvant strict, chirurgie, et après rien du tout, soit la chirurgie puis l'adjuvant, et la troisième, c'est le périopératoire qui prend de l'avance ces dernières années. Alors, quelle est la meilleure stratégie? On n'a pas des comparaisons head-to-head à l'heure actuelle. Pour le néoadjuvant, peut-être oui, donc le bénéfice en EFS, peut-être en survie globale dans les années à venir.
3 cycles ou 4 cycles de traitement néoadjuvant et le malade est guéri, c'est très bien, même sur le plan coût. Pour la chirurgie et par la suite l'immunothérapie et la chimie en adjuvant, oui, peut-être, mais on a les résultats qui sont forts avec la tésolizumab, peut-être pour les PD-L1 supérieurs à 50%. Ça reste une option. Pour le périopératoire, oui, comme on a vu, bénéfice en EFS dans les différentes études. Je vous ramène, pas à l'ESMO, mais à la conférence mondiale sur le poumon, où il y a une présentation d'une analyse poolée de 2 études qui ont évalué le nivolumab soit en néoadjuvant, soit en périopératoire. D'ailleurs, le nivolumab, c'est le seul qui a été testé dans les 2 situations. Alors là, le périopératoire semble être mieux efficace que le néoadjuvant seul. Est-ce que chez tout le monde, il y a une étude exploratoire, non programmée à l'avance, qui a montré que pour les patients qui ont une PCR, les 2 courbes se superposent, donc le périopératoire ne fait pas mieux. Ajouter de l'adjuvant après une PCR, peut-être, ce n'est pas expliqué. Ce n'est pas donc, on n'a pas de raison peut-être de compléter par l'adjuvant, alors que pour les patients qui n'ont pas une PCR, là, le périopératoire fait mieux. Donc peut-être dans les années à venir, le PCR va être un facteur qui va nous guider pour proposer ou non un traitement adjuvant par immunothérapie, après un traitement néoadjuvant. Maintenant, par rapport au taux de PD-L1, donc pour les patients qui ont un taux de PD-L1 supérieur à 1%, les courbes se superposent. Il n'y a pas de différence entre le périopératoire et le préopératoire, le néoadjuvant. Et par contre, pour les patients avec un PD-L1 inférieur à 1%, les tumeurs qui n'expriment pas bien le PD-L1 ou négatif, là, le périopératoire fait mieux. Comment on peut expliquer les choses? Peut-être pour les tumeurs qui expriment bien le PD-L1, une petite exposition aux inhibiteurs de checkpoint est suffisante parce que la tumeur elle est très réceptive. Peut-être pour les tumeurs qui n'expriment pas le PD-L1, il faut donc une exposition prolongée. Ça pourrait être une explication, mais il faut donc des études ciblées avec des résultats plus confirmés. Alors PCR et PD-L1 peut être des facteurs qui pourront nous guider dans l'avenir. Maintenant, le ctDNA qui est à la mode dans toutes les localisations, on a les données de l'essai Hygiene qui a évalué le durvalumab en périopératoire. Ils ont évalué le ctDNA, l'ADN tumoral circulant, tout au long du schéma thérapeutique dès les premiers cycles. Je pense que la première mesure a été faite après le premier cycle d'immunothérapie et chimiothérapie en néoadjuvant. Alors, ce tableau, il montre la corrélation entre le ctDNA et le taux de PCR. La valeur prédictive négative, elle est importante. Comment? Donc, autrement dit, en cas d'absence de l'élimination de ctDNA, probablement, on n'aura pas de PCR. Par contre, la valeur prédictive positive, elle n'est pas vraiment forte. Maintenant, l'association entre la ctDNA, donc l'élimination précoce de l'ADN tumoral circulant, et donc son impact sur la survie sans événement, probablement oui, dès le premier cycle. Si on a une élimination de ctDNA, peut-être la survie elle est beaucoup mieux importante. Et peut-être le ctDNA pourrait être, on peut le suggérer comme un surrogate marker de l'EFS. Dès le premier cycle, on pourra avoir une carte route claire si on veut peut-être escalader ou désescalader le traitement par la suite. Également, la détection de l'ADN circulant en situation adjuvante impacte la survie sans maladie. Alors, maintenant, une autre question, c'est l'immunothérapie, donc le dosage, l'intervalle de l'immunothérapie en checkpoint en situation métastatique. La durée, elle était toujours discutée et évaluée par différentes études, mais le dosage, l'intervalle, pas vraiment beaucoup. Alors, il y a un essai donc de non-infériorité qui s'appelle dédication, qui a randomisé les patients en 2 bras, un bras standard avec des doses standards de pembrolizumab en situation métastatique essentiellement, et un bras avec des doses soit réduites ou un intervalle qui est réduit. Il y a 300 mg toutes les 6 semaines,
ou bien 100 mg toutes les 3 semaines. Donc la condition pour poursuivre l'étude était de montrer à une année une différence de la survie globale donc qui ne dépasse pas les 10% entre les deux bras. Sinon, l'étude va être donc suspendue. Alors, ça a été donc présenté à l'ESMO et les courbes se superposent. Ça nous mène à conclure que peut-être donc une dose réduite ou un intervalle plus lent et aussi bien que ce qu'on fait maintenant, on est en train de faire maintenant, en termes de survie globale et également en termes de survie sans progression. L'étude elle est en cours et on aura les résultats donc prochainement. Après donc les CNPC sans addiction oncogénique, il y a quelques données donc pour les CNPC avec addiction oncogénique. Donc les données ici donc, nous viennent de la laisser Mariposa. Donc je vous rappelle, Mariposa, c'est les CNPC EGFR mutés en première ligne, l'osimertinib versus l'association amivantamab lazertinib et le bénéfice de l'association par rapport à l'osimertinib seul. Dans cet essai, ils ont évalué les mécanismes de résistance donc, après progression osimertinib et après progression au bras amivantamab lazertinib. Là, on voit qu'il y a plus de mutations, d'amplification MET dans le bras osimertinib. Il y a beaucoup plus de mutations GFR secondaires dans le bras osimertinib. Et également, il y a beaucoup de résistance complexe dans le bras osimertinib. Qu'est-ce que ça veut dire, résistance complexe? La résistance complexe, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs résistances, des mécanismes de résistance à la fois. Chaque clone de cellules a sa propre résistance. Donc, développer des traitements après l'osimertinib paraît plus difficile qu'après l'amivantamab lazertinib. Alors, d'autres données nous viennent de l'essai Mariposa 2, qui est la comparaison donc, entre l'amivantamab chimiothérapie versus chimiothérapie après progression sous osimertinib. Les données de la PFS ont été présentées l'année dernière. Et cette année, les données de la survie globale, il y a un bénéfice numérique de la survie, donc en survie globale pour l'association chimio-amivantamab, mais qui est statistiquement non significatif. Également, il y a un bénéfice donc, du temps jusqu'à progression symptomatique, du temps jusqu'à une thérapie ultérieure, également pour donc, les PFS après les traitements ultérieurs, c'est-à-dire que même l'amivantamab prend sa retraite et continue à rayonner sur les lignes ultérieures. Pour les BRAF V600E mutés, les CNPC BRAF V600E, on a donc, par exemple, d'après l'ESMO, on a le dabrafenib, trametinib comme standard en première ligne. Ici, il y a une autre association qui est l'encorafenib et l'agent anti-MEC qui est le binimetinib. C'est une cohorte qui a inclus des patients en première ligne ou des patients qui ont déjà pré-traités par des chimiothérapies. L'objectif primaire a été atteint, qui était la réponse objective. D'ailleurs, l'FDA a donné son approval. Les Américains sont toujours pressés. Les données cette année de l'ESMO, après les présentations de la PFS et la survie globale, donc pour la PFS, on a pratiquement plus de 30 mois de PFS avec cette association. Je vous rappelle qu'avec le dabrafenib, trametinib, la PFS est de l'ordre de 10 mois. On aura, je ne pense pas, des études qui comparent les différentes associations, mais peut-être cette association elle est la meilleure jusqu'à l'heure actuelle. Et en termes de toxicité, surtout, il y avait des nausées, des diarrhées, de la fatigue. Pour les toxicités grade 3-4, il y a surtout de l'acétolyse hépatique. Il y a beaucoup de nouveau-nés cette année, donc des phases 1, des phases 2, avec non pas des noms, juste des lettres, des chiffres, et peut-être elles seront des stars les années à venir. Je termine avec le carcinome pulmonaire à petites cellules. Donc les données viennent de l'essai adriatique. Je vous rappelle que l'essai adriatique, c'est dans les cancers à petites cellules localisés après radiochimio, en absence de progression. On randomise les patients entre durvalumab ou placebo. Là, on a les données du bénéfice en survie globale et en PFS présentées à l'ASCO cette année. Mais donc, cette population est très hétérogène. Il y a des patients qui ont eu le cisplatine, il y a des patients qui ont eu le carboplatine, il y a des patients qui ont eu une irradiation cérébrale prophylactique, d'autres non. Il y a des patients qui ont eu une radiothérapie bifractionnée ou une seule fraction par jour. Alors, ils ont essayé de voir les données dans les différents sous-groupes.
grosso modo, le durvalumab marche quel que soit le type de la chimiothérapie, le régime de la radiothérapie, la réception ou non d'une irradiation cérébrale prophylactique. Numériquement, pour les patients qui ont une irradiation cérébrale prophylactique, les résultats sont beaucoup plus meilleurs. Donc, les investigateurs disent que ces patients-là sont plus jeunes, sont en très bon état général, donc peut-être ça pourrait impacter la survie. La question, peut-être, on doit la poser à nos amis, les radiothérapeutes. Dans l'ère du durvalumab, est-ce qu'on doit continuer à irradier le cerveau, surtout que les patients vont vivre aussi longtemps, et peut-être la radiothérapie cérébrale va donc engendrer des toxicités, notamment des troubles cognitifs. Ce qui est inattendu dans cette analyse de ce groupe, c'est que le carboplatine, en situation donc, localisée, fait mieux que le cisplatine. Donc, nos connaissances durant plusieurs années étaient que le cisplatine en situation localisée fait mieux que le carboplatine. Là, donc, il y a un résultat qui est inattendu. Quelle est l'explication? Je ne sais pas, mais peut-être, d'après plusieurs experts, peut-être le cisplatine avec le durvalumab, peut-être il y a une interaction, il y a une toxicité à long terme qui réduit la survie. Et peut-être ça va nous ramener donc à penser, est-ce que le carboplatine, on l'introduit beaucoup plus, donc même chez des patients fit pour le cisplatine en situation localisée. Reste à confirmer. Voilà, j'arrive à la fin. Donc, je termine avec cette plaque. L'innovation dans le cancer du poumon au fil des années a connu donc une sécheresse pendant vraiment très longtemps. Et la dernière décennie, donc, on est donc dans une ère d'abondance. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Youssela, pour cette revue vraiment exhaustive et très, très riche, parce que, comme vous l'avez bien dit maintenant, il y a beaucoup d'avancées, c'est très rapide au niveau de la prise en charge du cancer du poumon. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Peut-être juste un petit commentaire. Ah, d'accord, avant de vous passer le micro, juste une petite question concernant le néoadjuvant. Vous avez très bien étudié la question néoadjuvant avec les nouvelles maintenant, molécules, niveaux, etc. Et vous avez étudié cette question, néoadjuvant ou association péri. Mais peut-être, est-ce qu'il y a eu des questions concernant l'adjonction de thérapie ciblée, étant donné qu'on sait que l'immunothérapie, à l'instar de ce qui est fait au niveau des mélanomes, l'effet, il est tardif de l'immunothérapie en général. C'est plus que 3 mois où on a le maximum de réponse de l'immunothérapie. Et pendant les 3 premiers mois de néoadjuvant, peut-être qu'on ne gagne pas assez. Est-ce qu'il y a eu des essais où on a essayé de combiner thérapie ciblée, comme ça a été fait dans le mélanome? Les études de l'immunothérapie, ils ont exclu les patients avec des mutations GFR ou ALK. Donc, ce ne sont pas des patients mutés. Donc, on n'a pas des mutations, juste la chimio de l'immunothérapie comme double immuno. Il y a des études avec nivolumab et pi, mais je pense sans chimio. Mais les études de phase 3, très fortes, solides, c'est les essais qui ont montré. Et il y a une phase 2 avec l'osimertinib en néoadjuvant avec objectif primaire PCR. Ce n'est pas différent de la chimio, bizarrement. Donc, on attend encore la thérapie ciblée en néoadjuvant. Ce n'est pas comme l'immuno. L'immuno, elle marche très bien avant la chirurgie, quand la tumeur est en place, mais pour la thérapie ciblée, on ne sait pas. Merci, docteur, pour cette très belle présentation. En fait, j'ai une réflexion, une petite question. La réflexion, c'est par rapport à l'intelligence artificielle. Ça se multiplie, les options actuellement. Ça devient des options multiples trop pour notre petit cerveau. Est-ce qu'on a présenté ou même ça donne des scores pronostiques et tout dans l'ESMO? Alors, je pense qu'il y a une part de lien pendant l'ESMO, lors des différentes présentations de l'ESMO. Je pense qu'il n'y a pas des experts pour expliquer tout ça, mais certainement il y a plein de présentations justement pour des scores pronostiques. Donc, Dr Balti, qui n'est pas là, peut commencer à programmer sa retraite aux Caraïbes. Il y aura de l'intelligence artificielle pour prendre sa place. Deuxième question, c'est par rapport à tous les essais où on avait utilisé de l'immunothérapie, est-ce qu'il y avait une limite d'âge ou non? Parce que nous, dans notre pratique au quotidien, on regarde un peu le côté financier, pronostic du patient et tout. On ne peut pas se permettre comme eux. Généralement, ça s'arrête aux alentours des années, à l'âge de 75 ans. Mais dans les essais de real life,
Ça marche et c'est safe même chez les patients. Donc j'ai cru entendre âgés. qu'on Et allait même chez jusqu'à nous, 90 ans même, parfois. même chez nous, oui, chez nous, au Soma, on fait. Donc on a des patients même à 99 ans et sous immuno, ils tolèrent bien la On a le trop de sécurité sociale. Ninja, ou on a comme tout, on fait les pense, apparemment. alors, Non, merci. merci. Excusez-moi, oui, je suis là, ici. Je voulais juste rebondir sur l'intelligence artificielle rapidement. Pour qu'on puisse travailler sur l'intelligence artificielle, il nous faut des données. Et le problème, c'est qu'en Tunisie, on n'a pas de données. Donc, c'est pour cela. Donc, il faut qu'on ait, en fait, il y a une mise en place d'un tas d'études de registres qu'il faut mettre en place, qui couvrira une assez grande partie du territoire, et en fonction des types de cancers. Le but étant d'extraire en fait un profiling de patients qui nous permettra de en fait personnaliser le traitement en fonction du patient. Donc, mais pour cela, les États-Unis, l'Europe, eux, alors ils peuvent commencer à travailler. Ils peuvent même commencer à travailler avec des données de certains pays d'Afrique, puisqu'ils ont certains échantillons d'ADN là-bas. Mais par contre, ici, il nous faut beaucoup plus de données. Donc, il faut qu'on ait un gros travail à faire en termes d'études de registre. Et puis, comme ça, on va accumuler des données et puis on pourra, pour différents types, extraire un profiling de patients qui nous permettra de personnaliser la médecine. Et pour le moment, l'intelligence artificielle est encore loin. Voilà. Je remercie énormément les conférenciers, les modérateurs et l'assistance. Et on passe à la session suivante. Donc, on va entamer la session urologie. On est deux à modérer.